Donc, bonjour à tous, Monsieur le Président de Benoît, Monsieur Le Guyot, que j'ai connu effectivement à l'époque de notre jeunesse, de la FNSEA. Et puis je suis très heureux de retrouver parmi vous un certain nombre d'amis et de collaborateurs, néanmoins, notamment Denis Castin. En fait, bon, on a mis un titre qui convient mal à une heure aussi matinale, parce qu'il est extrêmement vaste et un peu abstrait. Donc je vais, compte tenu que c'est un petit déjeuner et que nous sommes en train tous de nous réveiller, je voudrais m'accrocher à des choses plus concrètes peut-être, et notamment centrer les quelques points que je vais aborder autour du continent africain pour être plus facilement en mesure de prendre des exemples et de parler de choses précises. Je voudrais ajouter par rapport au pédigré à la nécrologie un peu avancée qu'a bien voulu lire Le Guyot à mon propos, que j'ai été aussi et surtout, et que je reste très proche d'une association qui s'appelle Action contre la faim, dont j'ai été le président pendant plusieurs années, et je vais d'ailleurs, en sortant d'ici, dans le cadre du comité stratégique et de la fondation que nous venons de créer. Donc les problèmes alimentaires, je dirais, je les ai abordés aussi par ce biais, qui malheureusement est un biais d'urgence, donc plutôt à travers les crises et à travers les situations de famine, mais enfin, il y a là évidemment pour moi quelque chose à quoi je suis fidèle. Et puis en tant que diplomate, ambassadeur de France au Sénégal, le Sénégal étant un pays situé donc en Afrique de l'Ouest et qui a un rôle carrefour dans cette région, j'ai eu l'occasion bien entendu d'observer d'assez près ces questions agricoles. Alors voilà, je voudrais parler ce matin, donner quelques points de débat, de discussion, puisque l'objectif, c'est pouvoir discuter avec vous sur ces questions africaines. D'autres ont parlé, je crois, vous ont parlé de la communauté de destin avec la Méditerranée, avec le monde arabe. Moi, je voudrais surtout parler justement de ces liens avec l'Afrique. Alors, pour commencer, je voudrais exprimer un certain agacement par rapport aux gens qui vous parlent de l'Afrique en termes très positifs et, à mon sens, très globalisants. C'est-à-dire souvent les économistes qui vous disent « Ah, l'Afrique, c'est merveilleux, c'est une sorte de continent miracle à nos portes, avec une croissance démographique formidable. C'est une chance extraordinaire, cette croissance démographique, tous ces jeunes. » Alors que nous sommes, un continent vieillissant. C'est une chance d'avoir un continent si près qui a des croissances économiques fortes. Et c'est une chance d'avoir un continent qui a des ressources naturelles très, très nombreuses et qui, au fond, est un continent, une sorte d'Eldorado à nos portes. Bon. Moi, je récuse évidemment cette présentation des choses, non pas que je veuille faire de l'afro-pessimisme, mais je pense que ce n'est pas un service à rendre à l'Afrique que d'en parler en des termes trop dithyrambiques. Parce que si on a, brossé ce tableau, les gens qui descendent d'avion sont évidemment déçus, parce qu'ils arrivent et ce qu'ils trouvent est loin d'être quand même pour le moment un Eldorado. Donc l'Afrique, il faut la voir telle qu'elle est. C'est-à-dire avec, en effet, un certain nombre d'atouts, mais aussi des défis et des handicaps qu'elle ne peut relever qu'avec nous. C'est là où je voudrais en venir. Alors, la désillusion, elle est immédiate quand on parle, par exemple, de démographie. Bon, la démographie, c'est très bien d'avoir beaucoup de jeunes, c'est très bien d'avoir des populations qui, dans certains pays, donc où il y a 50-60% de la population qui a moins de 20 ans, c'est très bien. Mais enfin, c'est aussi un défi considérable. C'est d'ailleurs, d'une certaine manière, un handicap aussi considérable. Il faut appeler les choses par leur nom. Et la scolarisation, le fait de loger, de nourrir, de donner un emploi à des masses de jeunes aussi nombreuses est un défi. Donc présenter l'Afrique comme une chance parce que c'est un continent qui serait en explosion, en expansion démographique, oui, mais attention, c'est quand même quelque chose à nuancer. Moi, j'ai entendu des propos hallucinants au cours de campagne électorale, par exemple au Sénégal, de candidats locaux, Denis s'en souvient, expliquant que l'Afrique n'était pas assez peuplée et que si vous faisiez des ratios
pour la comparer à l'Asie du Sud-Est, par exemple, il n'y avait pas assez de monde en Afrique. Bon, tout ça est évidemment extrêmement dangereux, voire absurde. Donc, il ne faut pas juger des choses d'une façon. Je me méfie toujours de l'approche économique du continent africain, de l'approche globalisante et économique du continent africain, parce que cette approche ne tient pas compte de la réalité humaine des choses. Et encore une fois, sur la démographie, oui, c'est une chance, mais enfin, c'est aussi un défi, et c'est aussi un continent qui, pour le moment, est un continent d'émigration. Lorsque vous vivez au Sénégal et que vous vous promenez sur les plages, eh bien, les pirogues sont lorgnées par tous les jeunes qui, en fait, ont tous, en tout cas beaucoup d'entre eux, sinon une majorité, envie de foutre le camp. Bon, donc il faut approcher ça avec un certain réalisme. La croissance économique, c'est pareil. Quand on vous dit l'Afrique a une croissance économique extraordinaire, oui, mais cette croissance économique n'est pas à la hauteur de la croissance démographique, c'est-à-dire qu'il reste quand même un différentiel pour arriver à développer l'Afrique avec une croissance démographique telle qu'elle existe dans certains pays. Je pense en particulier au Niger, qui a le record dans ce domaine. Il faudrait une croissance économique bien plus forte. Donc il faut encore une fois comparer des choses comparables. Et puis cette croissance économique, quand on la juge en termes globaux, continentaux, bon, elle est effectivement séduisante. Hein. On a des croissances de 5-6% par an, bien sûr, mais il faut regarder là-dedans la part que prennent des pays de mono-économie d'exportation, c'est-à-dire essentiellement des pays pétroliers ou miniers, qui prennent une part très importante, mais qui ont des économies pratiquement centrées sur l'exportation d'une matière première et pas du tout sur un tissu économique pertinent. Il y a même dans certains pays une offshoreisation, comme on ne dirait pas à l'Académie, de l'économie. Je pense en particulier au Nigeria, où pratiquement l'économie pétrolière se fait en offshore, se fait à travers les comptoirs en quelque sorte qui sont sur la côte, et avec une désertification industrielle et économique de l'intérieur. Donc là encore, attention, l'Afrique, continent de forte croissance, oui, enfin il faut l'aborder avec beaucoup de prudence. Et enfin, ressources naturelles abondantes, bien sûr, ressources naturelles abondantes, mais encore faut-il pouvoir les exploiter, encore faut-il pouvoir les atteindre. Elles sont souvent situées dans des zones de conflit ou dans des zones de piraterie aussi. Hein. C'est le cas par exemple pour les ressources pétrolières. Il y a la piraterie qui s'est développée beaucoup dans l'Est, dans l'Afrique de l'Est, commence à devenir très préoccupant dans le golfe de Guinée. Et vous savez que la France a une mission permanente, on appelle la mission Corimbe, avec un bateau qui passe en permanence au large de ses côtes pour à l'ouest, hein, pour essayer de prévenir cette piraterie. Donc, je commence avec cette douche froide pour calmer, disons, les enthousiasmes, et non pas pour faire de l'afro-pessimisme, encore une fois, mais parce que je pense qu'on ne sert pas les intérêts de ce continent et surtout des relations que nous pouvons avoir avec lui si on en a une vision trop angélique, trop globalisante, et je suis toujours très agacé quand des économistes tiennent soit le propos l'Afrique est en train de sombrer, soit le propos inverse, c'est merveilleux, ce continent est notre avenir. Je pense que la réalité des choses est plus nuancée. Et surtout qu'on ne peut comprendre la situation africaine ou les situations africaines qu'en référence à la politique, à la situation locale. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tenir sur le continent africain un propos globalisant. Les situations politiques sont essentielles. Les problèmes aujourd'hui, et on les voit tout de suite en descendant d'avion, c'est les problèmes de corruption, les problèmes de gouvernance, les problèmes de stabilité politique. Et c'est là-dessus que je voudrais m'étendre un tout petit peu pour essayer de voir avec vous, justement, quel est l'état des lieux aujourd'hui en matière politique, en matière de gouvernance. Parce que le reste n'a pas d'intérêt si on le découple de cette réalité-là. Et au fond, une Afrique véritable, je puis dire, ou des Afriques véritables, celles qui existent, sont celles que l'on peut approcher à travers l'étude, l'évocation de leur régime politique, de leur situation politique. Et nos relations
avec ce continent ne peuvent absolument pas faire abstraction de la situation politique. Je prends un exemple tout bête, la Guinée, par exemple. La Guinée-Conakry est un coffre-fort minier, c'est un pays extrêmement riche, mais avec lequel les relations sont terriblement soumises à la question de la stabilité politique, de la nature politique du régime, de la gouvernance de ce pays. Et finalement, la Guinée, qui offre d'énormes possibilités de développement, jusqu'à présent est restée très difficile d'accès pour des investissements, pour des échanges, parce que c'est un pays qui, par son histoire, a suivi une voie qui l'a éloigné de nous, et même, on pourrait dire, du monde entier, d'une certaine manière, et qui a traversé des convulsions très graves. Donc, il faut d'abord aborder l'Afrique par le biais de... même pour arriver à des questions comme celles qui vous intéressent, c'est-à-dire les questions de croissance économique, d'échange alimentaire, de développement agricole, etc., on ne peut pas l'aborder, on ne doit pas l'aborder sans faire d'abord référence à la situation politique locale. Alors, pour en dire quelques mots de cette situation politique locale, situation du continent africain, je voudrais distinguer plusieurs époques, plusieurs phases, si vous voulez. Dans l'histoire rapide, puisque c'est un cadre d'un petit déjeuner, on va pas pouvoir épuiser le sujet, on vous épuisera peut-être vous, mais pas plus. Mais en tout cas, la question, c'est quelques balises par rapport à l'évolution des choses. La décolonisation du continent africain s'est faite assez tard, c'est faite, comme vous le savez, dans les années 60. Elle a été caractérisée par une décolonisation très différente dans les secteurs qui étaient des colonies françaises et les autres. Dans les anciennes colonies françaises, la particularité, on le retrouvera d'ailleurs quand on parlera de nos relations avec l'Afrique, c'est au fond une présence qui est restée très forte. C'est-à-dire que la France n'est pas partie avec armes et bagages, elle est partie en laissant sur place un certain nombre d'institutions, un certain nombre d'infrastructures, un certain nombre de liens personnels aussi avec des dirigeants, qui avaient d'ailleurs souvent été des dirigeants politiques en France, comme Houphouët-Boigny ou Senghor, qui avaient occupé des positions politiques en France, qui avaient été députés, etc., avant l'indépendance. Et la France est partie en préparant son départ avec des institutions qui, par exemple, se surprend toujours à Dakar quand on montre l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale a été construite par les Français avant l'indépendance. C'est-à-dire qu'il y a eu une préparation, disons, de ce départ. Ce qui n'a pas été le cas dans d'autres régions d'Afrique. Et au fond, l'Afrique a suivi, pendant cette période de la post-indépendance et jusqu'aux années 90, une voie très différente selon les régions. Encore une fois, dans les anciennes colonies françaises, nous avons, au fond, il y avait une sorte de pacte qui était pacte implicite avec ces anciennes colonies. Nous assurions leur sécurité, nous assurions d'une certaine manière leur développement, nous assurions des échanges privilégiés avec la France au prix d'une certaine forme de glaciation de la vie politique. Il y avait des leaders que nous soutenions et ces leaders, on les a usés jusqu'à la corde, voire au-delà. C'est-à-dire que, bon, donc ils sont restés en place et cette Afrique francophone a été finalement, pendant toutes ces périodes, assez à l'écart des turbulences du monde. Elle est restée, bon an, mal an, le partenaire de la France à travers des institutions comme, évidemment, le franc CFA, toutes les institutions de coopération qui nous permettaient de conserver ce lien privilégié. Le reste de l'Afrique, l'Afrique de l'Est, ou l'Afrique australe, les anciennes colonies anglaises en particulier. Vous connaissez l'axe de Cecil Rhodes, enfin, le Caire, le Cap, dans la conquête de l'Afrique, avec ce croisement, la France ayant, elle, choisi l'axe Dakar-Djibouti, et puis le croisement, c'est Fashoda, on a perdu, donc l'axe de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe est un axe anglophone, et les Anglais ont fait une décolonisation beaucoup plus brutale, pour ne pas parler des Portugais, qui, eux, se sont accrochés, qui sont partis plus tard, en 75, mais qui sont partis avec une politique de terre brûlée. Donc dans cette Afrique, dans ces Afriques de l'Est et du Sud,
Là, au contraire, la guerre froide, les conflits de la guerre froide ont fait des ravages considérables. C'est-à-dire que des pays comme l'Éthiopie, comme l'Ouganda, comme l'Afrique du Sud, comme la Tanzanie, etc., le Mozambique, l'Angola, etc., ont été ravagés véritablement par des conflits dits de basse intensité, mais qui étaient surtout des conflits très très meurtriers pour les populations civiles. Des conflits qui militairement n'étaient pas très sophistiqués, c'est moins qu'on puisse dire, mais qui ont fait des dégâts énormes sur les sociétés civiles. Alors, cette sorte de pacte et d'exception francophone, on pourrait dire, s'est terminée avec la fin de la guerre froide, s'est terminée en 1990, disons en gros, avec une situation qui a tout à coup basculé dans l'autre sens. 1990, c'est la perestroïka dans les pays de l'Est, à quoi nous avons voulu répondre par ce qu'on a appelé à l'époque la paristroïka, c'est-à-dire l'idée que la France devait stimuler très rapidement la démocratisation de ses anciens territoires et qu'il fallait en finir avec ces dictatures, etc., ou en tout cas ces régimes autocratiques. Et c'était le fameux discours de La Baule du président Mitterrand, et une démocratisation menée très rapidement dans nos anciennes colonies. Les choses se sont mal passées, il faut le dire très clairement. Elles se sont mal passées, pas nécessairement d'ailleurs uniquement dans les anciennes colonies françaises, mais d'une certaine façon dans l'Afrique de l'Ouest surtout, qui avait été au fond jusque-là encore une fois épargnée, avec une guerre qui est apparue à ce moment-là, toujours au début des années 90, une guerre que personne n'attendait dans un pays qui était bien noté par les économistes, toujours se méfier des économistes, il y en a parmi vous qui m'excusent, je les respecte beaucoup, je les écoute, mais je m'en méfie. Eh bien, le Libéria, pour ne pas le nommer, était un pays qui était modèle, un pays qui était cité en modèle parmi, dans les conférences internationales, etc. On disait le Libéria, voilà un pays qui se développe, voilà un pays qui est bien géré, etc. Bon, le Libéria, en 1990, a connu une des guerres civiles les plus meurtrières, les plus abominables qui soient dans cette région. Et il est passé du rang de modèle au rang de vraiment au contraire d'enfer complètement. Et alors, les conséquences de la guerre civile au Libéria se sont fait sentir dans l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest parce que les milices qui sont sorties de ce petit pays se sont tout de suite étendues sur les pays voisins, la Sierra Leone bien entendu, jusqu'à la Guinée, et puis la Côte d'Ivoire bien entendu, qui est partie dans le sillage de ces convulsions. Donc, dans le même moment, dans la même période, les vieux autocrates africains sont arrivés, non pas à l'âge de la retraite, qui dans cette profession n'est évidemment pas à 60 ans, mais plutôt vers 90 ans. Et ils sont arrivés bien au-delà, ils sont morts ou ils ont été déposés. Et ces pays, comme la Côte d'Ivoire bien entendu, mais d'autres aussi, ont connu des soubresauts, des convulsions politiques extrêmement graves. Donc, à partir de 1990, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique francophone qui avait été préservée, est tombée dans une sorte de chaos extrêmement violent dans certains endroits. Certains pays s'en sont sortis grâce à leur tradition, je dirais, démocratique. C'est le cas du Sénégal, qui a toujours gardé là-dessus une certaine avance par sa tradition et sa solidité de ses institutions et la sagesse de son peuple. Mais enfin, ça n'a pas été non plus toujours facile. Et puis, dans certains endroits, notamment, je dirais, aux frontières de certaines zones, de ces zones, comme par exemple le Rwanda et le Burundi, qui ont toujours été situés un petit peu aux frontières de la zone francophone. Hein. Le Rwanda est un pays de la ligne de front. D'ailleurs, on a beaucoup reproché au départ au FPR d'être un mouvement anglophone. Hein. D'ailleurs, le FPR a installé maintenant l'anglais comme langue officielle au Rwanda. Mais dans cette région extrême, je dirais, là, les choses ont carrément pris une tournure terrible avec des génocides, avec des situations abominables. Et alors, le paradoxe, c'est que dans ce même temps, les années 90 jusqu'à aujourd'hui, finalement, les pays qui avaient été très secoués par la guerre froide se sont au contraire, donc en Afrique de l'Est, en Afrique australe, se sont au contraire redressés. Et aujourd'hui, les choses vont mieux. Elles vont mieux dans ces pays de l'Afrique de l'Est, avec des situations qui sont même... évidemment, c'est la fin de l'apartheid qui a été l'élément déclenchant pour l'Afrique australe, hein, d'une nouvelle ordre de l'Afrique australe, avec une Afrique du Sud
qui n'a pas résolu tous ses problèmes, mais enfin qui est plus forte, qui est plus stable et plus forte, avec la fin des guerres civiles en Angola et au Mozambique. Donc ça, c'est pour l'Afrique australe. Et puis en Afrique de l'Est, encore une transition politique relativement favorable en Éthiopie. Bon, l'Érythrée étant à part, mais ça, c'est on ne va pas entrer dans le détail. Disons que très schématiquement, puisqu'il s'agit de brosser le tableau à grands traits, après la première phase que j'évoquais tout à l'heure, zone francophone stable et le reste en chaos, ça s'est inversé. Les choses se sont, on pourrait dire, inversées, et l'Afrique francophone est entrée dans une phase de grande difficulté politique et sociale. Ce qui a compromis terriblement tous les efforts de développement, car comment voulez-vous faire du développement dans des pays qui sont en situation de révolution, de guerre civile, de chaos social, etc. C'est évidemment impossible. Chaque fois que vous avez l'entrée d'un pays dans une situation de crise, vous avez en général des conséquences déjà sur la présence des expatriés, la présence des Français. Vous savez que par exemple en Côte d'Ivoire, l'effet des grands troubles politiques en Côte d'Ivoire a été le départ de la communauté française. C'est tout à fait clair. Les Français qui restent en Côte d'Ivoire sont essentiellement des binationaux, des Libanais, mais les Français de souche, si je puis dire, sont partis, avec un affaiblissement considérable des liens qu'il pouvait y avoir avec ce pays. Dans d'autres situations, on pourra en parler tout à l'heure, ce sont les coopérants ou même les ONG qui partent. Donc, évidemment, l'instabilité politique, ça a des effets directs sur les possibilités de coopération. Donc, on a abouti à peu près à ce tableau à partir des années 90. Une période vraiment de crise. Mais depuis, je dirais, 2-3 ans, les choses se sont beaucoup améliorées en Afrique de l'Ouest. C'est-à-dire que nous le sentons dans une troisième période. Une période dans laquelle, finalement, cette Afrique de l'Ouest, qui a connu cette espèce peut-être de crise, je ne sais pas, qu'on pourrait appeler d'adolescence, ou vraiment la vraie crise post-coloniale, parce qu'au fond, la décolonisation s'était faite tellement en douceur que pour certains, elle n'avait même pas eu lieu. Finalement, après ces crises récentes, l'Afrique de l'Ouest est en train de sortir renforcée, je pense. La Côte d'Ivoire, après bien des mêlées et une intervention de la France militairement, est entrée quand même dans une phase de réconciliation nationale, de calme, de reconstruction de l'État. Et la Côte d'Ivoire, c'est très important parce que c'est le moteur régional. C'est le pays qui a le plus de potentialité régionale. Ça n'est pas un mono-exportateur. C'est un pays très diversifié dans son économie, dans son agriculture aussi. Et à la différence, si vous voulez, vous avez un pays comme le Sénégal qui a des vertus en termes de gouvernance, mais qui n'a pas de ressources et qui est très dépourvu, je dirais, d'attrait économique. Il n'a pas de ressources ni dans son sous-sol, peu dans son agriculture, etc. La Côte d'Ivoire, c'est vraiment le pays qui a les potentialités les plus fortes. Or, le fait que la Côte d'Ivoire sorte du chaos politique dans lequel elle avait été plongée par la guerre est un élément très important pour la suite. La guerre civile au Libéria et en Sierra Leone, c'est terminé. Madame Johnson Sirleaf, qui est la présidente du Libéria, est une femme courageuse qui fait un gros travail de reconstruction de l'État. Or, l'État ne peut être reconstruit que localement. Ça n'est pas les expériences menées en Irak ou ailleurs de peace building et de reconstruction de l'État par l'extérieur montrent que c'est très difficile. Un État ne peut être reconstruit que par l'intérieur. C'est ce qui est en train de se passer là-bas. La Guinée est passée pas loin de la catastrophe, en mettant au pouvoir pendant quelque temps un capitaine chargé de l'approvisionnement en essence de l'armée et qui faisait un usage relativement inapproprié des 2 neurones que dans la nature l'avait gratifié. Donc il a fini par être assassiné, mais il n'est pas mort, il est resté simplement diminué, il n'a plus qu'un neurone maintenant, et il a été donc retiré du circuit. Le capitaine Dadis a fait passer son pays tout près de la catastrophe. Ça a été c'est-à-dire que ce pays qui pouvait sortir
vraiment de la nuit dans laquelle l'avait plongé l'expérience Sékou Touré, puis les successeurs de Sékou Touré, ce pays qui a d'immenses potentialités économiques a failli sombrer dans le chaos. Bon, il se trouve que grâce au général Sékouba Konaté, qui a été d'ailleurs appuyé par les Français, finalement l'expérience dramatique a été terminée et des élections se sont tenues. Bon, on en pense qu'on en veut, mais enfin, Alpha Condé a été élu dans des conditions qui sont grosso modo pas contestées, et le pays aujourd'hui est entré dans une phase de normalité politique et de développement. Alors, je ne dis pas que tout est parfait, mais enfin, c'est le préalable à un vrai développement économique et on en sent les effets déjà. Le Sénégal, lui, est passé aussi assez près de la catastrophe, car le président Wade, que je connais malheureusement bien, est arrivé au pouvoir par les urnes, mais ça n'est pas parce qu'on a été élu qu'on est un démocrate, vous voyez ce que je veux dire. Et il y a toujours un risque, évidemment, de vouloir fausser le système et se prolonger au pouvoir par des moyens qui peuvent apparaître comme démocratiques, mais qui ne le sont pas. En d'autres termes, le Sénégal a eu très chaud et, au fond, les choses se sont bien terminées par des élections, une alternance et l'arrivée au pouvoir d'un homme pour lequel j'ai beaucoup de respect, Macky Sall, qui n'a pas la tâche facile, parce que d'abord il est à la tête d'une coalition politique qui ne laisse pas beaucoup de marge de manœuvre, mais enfin qui est un homme de qualité et de sérieux, et qui n'est pas et qui est à la tête d'un régime qui pour le moment en tout cas n'est pas corrompu. Donc le Sénégal lui aussi s'en est bien sorti. Bon, je ne vais pas vous les faire tous, mais tout ça pour dire que cette Afrique de l'Ouest, ces derniers temps, après ces convulsions des années 90, est en train de sortir de ce marasme. Et tout ça pour en venir au Mali, car au fond, le point noir qui restait, c'était le Sahara. Aujourd'hui, l'Afrique côtière, l'Afrique francophone côtière, est en meilleure posture qu'il y a 10 ans, mais le danger vient de l'intérieur, vient de l'arrière, si je puis dire, vient de cet immense Sahara qui a été ébranlé d'une part par les printemps arabes au nord, mais surtout par la guerre civile algérienne, avec l'entrée dans les espaces sahariens de gens qui avaient été chassés par l'armée algérienne et qui se sont développés sur place. Et le Mali, au fond, dans ce tableau plus favorable, le Mali était le gros point noir de la région. C'est-à-dire que la région s'était reconstruite, mais le Mali était en situation véritablement de remettre de l'instabilité au cœur de cette zone, avec des conséquences en termes de développement très importantes, car les prises d'otages, le terrorisme au Mali, etc., avaient eu pour conséquence déjà de chasser pratiquement toutes les ONG. Il n'y a pratiquement plus de coopérants. Vous ne pouvez pas envoyer un volontaire au Mali aujourd'hui. Enfin, vous ne pouviez pas. Je veux dire, avant, là, on va voir ce que ça donne maintenant, mais à l'époque, à la belle époque d'AQMI, vous ne pouviez pas décemment envoyer un volontaire, sachant qu'il allait se faire soit assassiner, soit prendre en otage, etc. Donc, chute vertigineuse de tout ce qui était coopération, échange, développement, etc. dans ce pays. L'intervention française au Mali, j'en dirais pas autant de celle de la Libye, sur laquelle j'ai une plus grande réserve, mais enfin, l'intervention française au Mali a permis, alors on peut en dire, en penser ce qu'on veut, on peut en discuter, c'est pas l'objet aujourd'hui, mais enfin, en tout cas, a permis quand même de stabiliser cette zone, de chasser un certain nombre de gens qui étaient considérés quand même comme très dangereux dans cette région, et c'est une chance extraordinaire aussi pour la France, parce que en termes d'image, si vous voulez, cette intervention au Mali nous a donné un crédit très important auprès de tous les Africains qui avaient demandé cette intervention. Car il ne faut pas oublier que c'est le président Ouattara de Côte d'Ivoire, le président Macky Sall, le président Ouattara, qui est actuellement président en exercice de la CEDEAO, qui avait demandé l'intervention française. Donc, les choses sont faites. Le Mali n'est pas encore stabilisé. On verra si les élections se tiennent en juillet. Mais en tout cas, cette menace a été, on pourrait dire, contenue, stabilisée et contenue pour le moment. Donc on est dans une situation, pour résumer, dans laquelle l'Afrique, d'une certaine manière, en général, est quand même en
bien meilleure posture qu'il y a 10 ans. Et les conditions n'ont jamais été aussi bonnes d'une certaine manière pour établir des liens de développement. Réaliste, encore une fois, pas sur une base fantasmatique non, de façon réaliste, la situation est bien meilleure qu'il y a 10 ans. Que ça soit en Afrique de l'Est, que ça soit dans cette Afrique francophone qui est sortie de son marasme. Alors, pendant toutes ces périodes, évidemment, l'Afrique s'est transformée. Et je voudrais évoquer ces transformations rapidement. Elle s'est transformée d'un point de vue sociologique pendant toutes ces périodes depuis l'indépendance. L'Afrique n'est plus la même du tout depuis les indépendances. Alors aujourd'hui, nous sommes à même, encore une fois, nous avons les conditions, j'en suis convaincu aujourd'hui, d'avoir des liens plus stables et de meilleure qualité avec un certain nombre avec la majorité de ces pays, dont les dirigeants, encore une fois, ne sont plus des marionnettes soutenues par tel ou tel ou des criminels, mais sont quand même, dans une très grande majorité des cas, des gens qui ont fait leurs preuves et qui sont arrivés au pouvoir. Voilà. Mais l'Afrique, entre-temps, a changé. Et on entre là dans les choses qui vous intéressent. Elle a changé d'abord par une caractéristique qui est l'urbanisation de ce continent. Ce continent, depuis les indépendances, s'est considérablement urbanisé. L'Afrique aujourd'hui est un continent qui est pratiquement majoritairement, en tout cas pratiquement à égalité si on fait des chiffres globalisants, urbain. Les petites, les moyennes, les grandes villes, avec de très grandes villes, Kinshasa, Lagos, etc., des villes 10 millionnaires qui existent. Et ça, c'est évidemment une transformation considérable qui s'est faite lentement, qui s'est faite progressivement, mais qui est aujourd'hui avérée et qui, évidemment, transforme complètement le paysage et les possibilités de travail dont il faut tenir compte. Il y a des effets négatifs, évidemment, de cette urbanisation, parce que cette urbanisation ne s'est pas faite par le développement rationnel de ces villes. C'est fait par la faillite des campagnes, d'abord. C'est-à-dire que une ville comme Dakar, par exemple, est une ville qui a surtout grossi à cause de la crise de l'arachide. Ce sont les anciens travailleurs de l'arachide, l'arachide étant évidemment une culture de petites parcelles très consommatrices de main-d'œuvre. C'est cette main-d'œuvre, ce sont ces petits producteurs, ces petits ouvriers agricoles qui aujourd'hui s'entassent dans les bidonvilles, dans les banlieues de Dakar. Ça n'est pas parce que Dakar est devenu tout d'un coup une métropole qui offre des emplois ou des possibilités de développement. Donc il y a des effets évidemment négatifs. Surtout dans des pays où, bien souvent, notamment en Afrique de l'Ouest, les capitales sont des presqu'îles. Ça a l'air idiot, mais une presqu'île, ça se bouche. C'est comme une bouteille, c'est-à-dire qu'il y a et on assiste à des engorgements, que ce soit Dakar, Conakry, Freetown ou même Abidjan, de cette manière. Ce sont des zones qui s'engorgent, qui se bouchent avec des situations qui deviennent des situations très difficiles à gérer. Dakar, par exemple, est une ville qui a été construite sur la pointe de la presqu'île à l'époque coloniale, et l'aéroport ou les zones industrielles étaient dans la presqu'île, mais à l'extérieur des zones habitées. Et comme ces zones aujourd'hui sont évidemment envahies par des bidonvilles ou des banlieues, eh bien, vous vous retrouvez avec des zones industrielles polluantes au milieu des populations, un aéroport au milieu des populations et un isthme complètement bouché qui fait qu'on ne peut plus sortir de la ville sans avoir les infrastructures appropriées, mais heureusement l'AFD est là. Donc il y a évidemment des effets très négatifs de l'urbanisation, mais il y a aussi quand même, il faut le souligner, des effets positifs. D'abord parce que l'urbanisation a un effet régulateur sur la démographie. Les gens prennent des profils démographiques différents lorsqu'ils sont en ville. Ils font moins d'enfants, il y a une meilleure éducation des filles, qui est évidemment l'élément clé en matière de contrôle démographique. Et l'urbanisation s'accompagne en général d'une stabilisation en termes démographiques. C'est un effet évidemment positif. En termes aussi d'accès aux services publics, il est plus facile de faire des programmes d'accès aux services publics, scolarisation, soins, etc., pour des populations regroupées que pour des populations qui sont dispersées sur des territoires immenses. Donc il y a quand même un effet positif et un effet d'opportunité important. Dans le même temps, pendant que cette urbanisation se produisait, évidemment, les campagnes ont beaucoup souffert. Ceci expliquant cela, d'ailleurs. La
les politiques agricoles de l'après-indépendance, vous le connaissez probablement mieux que moi, ont été désastreuses. Les régimes politiques nouvellement indépendants, même démocratiques d'ailleurs, hein, c'était pas une question là politique, c'est plutôt une question d'option, ont toujours privilégié les villes, la stabilité des villes, ont toujours eu peur de leur ville, peur de leur capitale, et ont toujours, d'une certaine manière, sacrifié les campagnes aux villes. Avec la bénédiction, et Luc Guyot le sait, en étant donc vigilant à la FAO, il sait que les organisations internationales ont été complices pendant longtemps de cet abandon des campagnes. C'est-à-dire que, au fond, la thématique du développement, pendant longtemps, était une thématique industrielle, urbaine, artisanale, tertiaire, ce que vous voudrez, mais pas agricole. Et au fond, nous avons, d'une certaine manière, nous avons laissé faire. C'est-à-dire que cette priorité donnée aux villes, ce manque de lucidité en matière de campagne est évidemment très préjudiciable. Ce qu'il faut voir, c'est que ces pays avaient été décolonisés alors qu'ils avaient souvent, c'est vrai pour la France surtout d'ailleurs, des économies agricoles qui étaient des économies impériales, c'est-à-dire qui ne pouvaient être comprises que dans l'empire français global. Je prends l'exemple du Sénégal. Le Sénégal mange du riz. Les Sénégalais mangent du riz, comme vous le savez. Ils mangent du riz brisé. Pourquoi ils mangent du riz brisé? On va me dire parce qu'ils aiment ça. Oui, mais pourquoi est-ce qu'ils aiment ça? Parce que c'est ça qu'on leur a donné. C'est-à-dire que pendant la période coloniale, avant la période coloniale, il y avait des céréales locales, mais ces céréales locales, on leur a substitué du riz qui venaient du Tonkin et qui étaient en fait des brisures de riz, qui étaient du riz, des balayures de riz, si vous voulez. Bon, alors le Sénégal recevait ces brisures de riz et pouvait se spécialiser à ce moment-là dans la culture de l'arachide, c'est-à-dire qu'il y avait une spécialisation impériale. Vous faites une monoculture d'exportation, l'arachide, et puis nous, on se charge de vous apporter du riz. Alors les Sénégalais l'ont fait. Et quand la décolonisation est arrivée, ils ont hérité, j'allais dire, d'un petit bout de cet empire colonial. Mais du coup, leur agriculture n'avait plus la cohérence qu'elle pouvait avoir lorsque les choses s'intégraient dans un ensemble colonial. Et la traduction, c'est qu'ils avaient toujours la monoculture d'exportation, avec toute la vulnérabilité que ça suppose, c'est-à-dire que s'il y a une crise des cours, évidemment, ils le prennent directement en pleine figure. Et puis, par ailleurs, pour leur nourriture, pour leur alimentation, ils importent. Ils importent le riz et ils le paient. Et là-dessus, le choix a été fait de développer plutôt l'importation à bas coût, à partir de la Thaïlande essentiellement. Donc ils importent 600 000 tonnes de riz par an. Voilà, alors qu'ils ont des capacités potentielles de production dans la vallée du fleuve Sénégal ou du riz indigène en Casamance, etc. Ils ne le développent pas parce qu'il était moins cher à l'époque, évidemment. On pensait qu'il était moins cher et plus rentable finalement d'importer. Donc cette spécialisation, mais là je m'aperçois que je suis en retard. Hein, je voudrais, je vais aller très vite. Pardon. Voilà. On est en train, là encore, la situation est en train de s'améliorer. D'un point de vue agricole, les choses s'améliorent quand même beaucoup. Elles s'améliorent pourquoi? Parce qu'il y a une prise de conscience à la fois par les gouvernants et par les institutions internationales, au premier rang desquelles la Banque mondiale, qui a fait un aggiornamento complet sur la question agricole. Et enfin, aujourd'hui, la Banque mondiale a découvert, fini par se rendre compte que cette question de la souveraineté agricole les choses là encore sont en train de s'améliorer avec une prise de conscience qui est très perceptible quand même, et les programmes agricoles deviennent évidemment, je dirais pas prioritaires parce qu'on en est quand même encore assez loin, mais en tout cas il y a une prise de conscience de l'importance de ce domaine. Évidemment, ça n'empêche pas ce pays, ce continent, je veux dire, de subir des famines. Et alors, c'est là où on entre dans quelque chose de terrible, c'est que ce continent a une mauvaise réputation à cause
d'un certain nombre de situations locales. C'est toujours le continent où se produisent ces crises alimentaires gravissimes que sont des famines. Ça n'est pas le seul. Ça n'est pas le seul. Et c'est un petit peu injuste d'établir cette équation Afrique égale famine. C'est totalement absurde. Les famines sont très localisées quand elles existent. Et puis, il y a des continents, je pense en particulier au continent asiatique, où en termes de malnutrition, c'est là que les choses, finalement, sont les plus graves en termes quantitatifs. Donc, mais c'est vrai qu'en Afrique, elles sont souvent très visibles, très mises en avant, ces famines. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'elles sont toujours lié à un facteur politique et à un facteur humain. C'est-à-dire qu'il n'y a pas en Afrique de famine qui soit uniquement liée à la sécheresse ou à je ne sais quelle fatalité du sous-développement. Non, il y a des politiques qui sont menées et qui sont parfois, à certains endroits, catastrophiques. Je pense au Zimbabwe, par exemple, où le charmant président Mugabe a ciblé directement et de façon totalement irresponsable, évidemment, les fermiers blancs, aboutissant évidemment à la situation à laquelle on assiste aujourd'hui. C'est ces politiques inadaptées qui sont responsables de ces crises, mais il ne faut pas avoir de ce continent africain une vision déformée parce qu'à tel ou tel endroit il y a ces crises. Elles arrivent parce qu'il y a des fautes qui sont commises, il y a des erreurs qui sont faites, et il faut évidemment les dénoncer. La politique alimentaire est quand même maintenant, je veux dire, la politique agricole, je veux dire, est quand même entrée parmi les priorités. Il y a une chose sur laquelle on insiste beaucoup, et les ONG qui s'occupent de ça notamment insistent beaucoup, je pense à ACF, c'est la question de l'agriculture versus alimentation. Beaucoup de régimes politiques disent nous faisons des efforts en matière agricole. Mais quand vous regardez bien, en réalité, ce qu'ils appellent développement agricole n'est pas un développement avec qui aboutit à une amélioration de la situation alimentaire. Pourquoi ? Parce que lorsque vous cultivez des terres pour des biocarburants, par exemple, vous ne donnez pas à manger à qui que ce soit, si ce n'est à des moteurs. Lorsque vous vendez des terres à des pays comme la Corée en particulier, qui investissent massivement en Afrique, vous valorisez votre secteur agricole, mais ça n'a aucune influence, évidemment, sur vos populations. Donc attention, et nous sommes un certain nombre à insister sur la nécessité d'un développement agricole à finalité alimentaire, et pas uniquement agricole pour l'agriculture. Il y a par exemple en ce moment en Éthiopie un phénomène qui se développe, qui est la culture des roses. Bon. Alors, les roses, vous savez que les roses qui viennent dans les restaurants qu'on vient vous vendre lorsque vous êtes, mon cher Luc, avec, bien accompagné, ces roses viennent en général de Bolivie ou d'Amérique du Sud. Bon, il se trouve que les Éthiopiens ont trouvé ce créneau et maintenant ils cultivent des roses. Et ils cultivent des quantités, enfin des surfaces tout à fait considérables de roses. Comme chacun sait, les roses ne se mangent pas et surtout, elles s'exportent. Donc ça fait du cash, ça fait du développement agricole, ça ne fait pas nécessairement du développement alimentaire. Et quand en plus on exproprie des paysans pour faire ces cultures à place, évidemment ça pose un problème. Donc il y a quelque chose de très important. Et ça m'amène à une transition vers cette question de la mondialisation, c'est-à-dire que cette Afrique nouvelle, cette Afrique d'aujourd'hui, elle l'a toujours été, vous me direz, mais elle est dans la mondialisation et elle subit justement des effets à la fois d'opportunité, mais aussi parfois des mirages qui sont liés à cette nouvelle mondialisation. Au fond, la fin de la période coloniale, et surtout la fin, depuis les années 90, du lien exclusif presque avec la France, c'est la fin d'une époque, au fond, qui était caractérisée par un face-à-face, comme ça, entre deux partenaires. Il y avait les Africains d'un côté, puis il y avait les Français, ou il y avait les Anglais, au fond, il y avait des rentes de situation qui étaient bien commodes, tout le monde s'en accommodait. On pouvait vendre des voitures, on pouvait vendre des trucs, mais on n'était pas forcément les meilleurs. Mais on était là, voilà, on nous connaissait, etc. Et évidemment, les choses ont complètement changé ces 20 dernières années. L'Afrique s'est ouverte à une autre mondialisation. C'est un continent qui a toujours été mondialisé. La colonisation, c'était une mondialisation, si on le veut. Mais c'est une mondialisation différente, concurrentielle, dans laquelle l'Afrique s'est entichée de nouveaux partenaires, et inversement.
Et cette fin de la guerre froide a entraîné une compétition, notamment énergétique, énorme, en particulier entre Chine et États-Unis, sur les questions minières, les questions énergétiques. Et l'Afrique est devenue un terrain de jeu prioritaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un affrontement mondial pour le contrôle des ressources et des ressources africaines avec un certain nombre de nouveaux partenaires qui s'intéressent à ce pays. Mais quand on s'intéresse à vous, vous savez, c'est comme en médecine, quand on est malade, on dit les médecins s'intéressent à moi, c'est jamais très bon. Et quand tous ces gens se penchent sur le continent africain en s'intéressant à lui, c'est qu'il y a quelque chose. On ne lui veut pas forcément du bien. Alors les Africains étaient tellement contents de sortir du face-à-face, en particulier dans la zone francophone, tellement contents de sortir du face-à-face avec les Français qu'ils ont accueilli à bras ouverts ces nouveaux partenaires, en espérant beaucoup d'eux. Quand les Américains sont arrivés, quand le président Bush est venu visiter l'île de Gorée, d'ailleurs en vidant tous ses habitants, il était tout seul dans les rues. Il a dû croire que c'était désert, je sais pas. Enfin, en tout cas, voilà. Les Africains ont dit c'est merveilleux, les Américains vont venir nous aider, ça va être le plan Marshall, etc. Bon, 15 ans après, il ne s'est rien passé. Bon. Et les Américains ont beaucoup de travail pour connaître et se familiariser avec l'Afrique. Hein. Je ne sais pas si vous étiez là, Denis, quand ils nous avaient invités sur leur porte-avions, là. On était allé sur le porte-avions américain qui était au large, là, et non, je donne cette anecdote parce que ça... Et l'amiral qui nous attend sur le porte-avions, l'amiral américain, dit, il y avait tout l'état-major sénégalais, hein. Ils étaient tous là. J'ai dit, formidable, vous arrivez juste à l'heure du déjeuner, et les autres ont dit, ben non, c'est le ramadan. Donc on a bouffé, et tous les Sénégalais étaient debout, nous on a bouffé. Voilà, donc ils ont encore du travail. Et les nouveaux partenaires, c'est ça, c'est-à-dire que vous avez un certain nombre de gens. Bon, les Iraniens, par exemple, ont fait une offensive de charme à l'égard de l'Afrique pour des raisons diplomatiques, ils ont essayé de se désenclaver, bon. Et les Iraniens, c'est pareil, pendant longtemps, on a vu Ahmadinejad venir se balader à Dakar, etc., jusqu'à ce qu'un jour, en ouvrant les soutes d'un cargo à Lomé, je crois, on découvre que les Iraniens armaient la rébellion casamançaise. Donc, rupture des relations diplomatiques, ils jouent double jeu, etc. Bref, donc les nouveaux partenaires, il faut s'en méfier terriblement, et les Africains commencent à se rendre compte à qui ils ont affaire. L'Inde, qui a fait pas mal d'investissements, notamment Mittal, bien connu dans nos régions, a fait des investissements avec une méthode qui est la même qui est suivie ici, c'est-à-dire de gel des sites. Et les Africains qui attendaient beaucoup et qui en avaient promis des ports minéraliers, des chemins de fer, etc., n'ont eu droit à rien parce qu'on leur expliquait que le site n'était pas rentable dans la situation actuelle et que par conséquent, on n'exploiterait pas les mines de fer de la Falémé, etc., etc. Les seuls qui aient véritablement un potentiel important sont les Chinois. Mais les Chinois, là aussi, les Africains sont en train de se rendre compte que les Chinois sont des prédateurs économiques qui ont une vision extrêmement réaliste des choses, qui sont prêts à payer lorsqu'ils ont un intérêt. Alors cet intérêt, il est soit d'ordre politique, c'est quand le pays en question reconnaît Taïwan. Là, ils sont prêts à payer très cher pour que le pays cesse de reconnaître Taïwan. Il y a encore des pays qui reconnaissent Taïwan, comme la Gambie par exemple, donc, et le Sénégal jusqu'en 2005. Donc à partir du moment où ce pays ne reconnaît plus Taïwan, reconnaît la Chine, ils sont récompensés, mais ça ne dure pas. Et après, c'est selon vos ressources. Donc si vous avez des ressources importantes, les Chinois sont prêts à payer. Dans le cas contraire, non. Et leurs procédures sont des procédures extrêmement violentes en termes à la fois de savoir-faire, avec en matière écologique notamment, hein, aucun respect ni écologique, ni social, ni quoi que ce soit. Ils viennent avec leurs équipes qu'ils importent complètement et ils traitent les Africains avec tout le mépris dont ils sont capables vis-à-vis de gens pour lesquels ils n'ont pas beaucoup d'estime. Donc là encore, il y a une prise de conscience. Alors comme ils ont beaucoup d'argent, parfois on s'en accommode, mais enfin on n'est plus à la phase, disons, de l'idéalisation de ces nouveaux partenaires. Et c'est très important parce que là aussi, voilà une nouvelle opportunité pour la France qui, au fond, retrouve aujourd'hui une certaine forme de légitimité dans ces pays parce que nous avons, avec ces pays,
en particulier les pays francophones, bien entendu, mais nous avons une communauté d'histoire, une communauté ancienne, on pourrait dire de destin, de langue. C'est très important, la langue. La langue, c'est ce qui imprègne, je dirais, des espaces. Et sur la francophonie, je ne vais pas être long parce qu'on a peu de temps, mais sur la francophonie, on tient souvent un propos très pessimiste. En réalité, sans doute, en pourcentage, sans doute, dans un certain nombre de pays, le nombre de francophones diminue en pourcentage, mais en nombre absolu, compte tenu de la jeunesse des populations, il augmente. Donc nous avons encore, la francophonie a encore de très beaux jours devant elle, dans des pays qui ne disposent pas, pour la plupart d'entre eux, de langue de substitution. Alors, évidemment, c'est pas le cas du Rwanda, par exemple, parce que le Rwanda est frontière et il y a toujours eu, là, une possibilité de compétition et le Rwanda a pu adopter l'anglais. Mais ça n'est pas le cas, par exemple, en Côte d'Ivoire, où vous avez plusieurs dizaines de langues locales. Aucune d'entre elles ne peut prévaloir sur les autres. Si une se prétend langue nationale, évidemment, tous les autres vont protester. C'est la même chose au Sénégal. Tout le monde parle Wolof au Sénégal, bien entendu. Mais s'il s'agissait d'imposer le Wolof comme seule langue officielle, il y aurait des protestations des Peuls, des Diola, de tout le monde. Parce que, bien entendu, voilà. Et le français, finalement, reste une langue neutre entre ces langues locales. Et par ailleurs, ça reste la première langue internationale qui est une langue d'accès à l'éducation, à la coopération, à l'exportation, et voilà. Et l'expérience montre que ceux qui parlent bien français parlent aussi bien l'anglais, c'est-à-dire que c'est pas fromage ou dessert dans cette affaire-là. Alors, il y a là-dessus, pour la France, quelque chose de très important à travers cette histoire commune. Il y a évidemment un problème, c'est que il y a une perte d'influence de notre zone d'influence. Ça, c'est le problème fondamental. C'est-à-dire que notre zone d'influence, c'est la zone francophone. Or, cette zone francophone, elle pèse aujourd'hui moins dans la Nouvelle-Afrique, dans cette Nouvelle-Afrique dont je brossais le tableau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsque vous parlez des investisseurs, ils vous parlent du Nigeria, ils vous parlent de l'Afrique du Sud, ils vous parlent de l'Éthiopie. Ils vous parlent de pays qui ne sont pas d'anciennes colonies françaises. Notre zone, notre précaré, comme on disait autrefois, n'est plus la zone prédominante. Donc la France a dû, et elle l'a fait depuis un certain nombre d'années d'ailleurs, substituer à ce face-à-face exclusif un dialogue avec le continent africain. D'où les sommets France-Afrique qui se sont élargis à l'ensemble du continent et non plus au précaré. Aujourd'hui, le paradoxe, c'est que finalement, quand vous proposez ça, chaque fois que vous proposez des initiatives avec l'ensemble du continent, c'est les francophones qui ne sont pas d'accord parce qu'ils veulent garder leur petit avantage comparatif. Alors, chaque fois qu'il y a les sommets France-Afrique, avec tout le monde, avec le Nigérian avec son chapeau, avec les francophones veulent avoir ce qu'ils appellent le dîner des amis. C'est-à-dire un truc où on se voit entre nous, etc. Bon, il y a toujours ce lien un peu paradoxal, évidemment. Et quand on s'intéresse à ces situations africaines, il faut être habitué à ce double lien permanent. C'est-à-dire qu'on est toujours à la fois adoré et haï. On est toujours accusé d'abandonner ou alors de coloniser. Enfin, on est toujours, voilà, toujours. Donc, moi, j'ai survécu avec tout ça parce que j'aime bien cet état d'esprit paradoxal et je m'en accommode. Mais il faut savoir qu'il existe. Donc, si vous êtes dans le face-à-face avec les Africains francophones, vous les enfermez dans une relation coloniale. Et si vous avez élargi à l'ensemble de l'Afrique, vous les avez abandonnés. Donc, bon, faut le savoir, c'est comme ça. Mais peut-être que... voilà, ils ont sans doute raison. Et en tout cas, c'est la grande richesse de la pensée africaine que cette capacité à maîtriser des contradictions. Je ne veux pas être plus long. Juste simplement pour ouvrir le débat par rapport à ça. Nous avons toujours des atouts très importants, notamment, et il y a des attentes très importantes en matière économique. Très importantes. Et en matière politique aussi. L'Afrique, à condition de la regarder comme elle est, c'est-à-dire différenciée, locale, différente selon les régions, est effectivement capable aujourd'hui de connaître un développement très important, en tout cas de nos échanges. Il y a entre nous des communautés humaines
nombreuses. Il y a beaucoup d'Africains ici, soit résidents, soit qui font leurs études. Il y a des communautés expatriées françaises encore dans beaucoup de ces pays. Nous avons des relais importants. Tout ça crée évidemment une communauté très étroite. Et nous avons toujours des institutions qui nous relient, notamment le franc CFA, qui existe toujours et qui est quand même un élément de stabilité monétaire très important. Alors, il est discuté, mais enfin, au fond, personne ne le remet totalement en cause, et même c'est le contraire. Ceux qui n'en font pas partie essayent d'en bénéficier. Nous avons toujours cette présence militaire qui, même si elle a été revue après le discours du Cap du président Sarkozy et qui a amené à renégocier les accords de défense, est toujours importante et le restera. Et l'affaire du Mali montre qu'elle le restera sans doute encore plus dans l'avenir. Nous avons une coopération très diversifiée et ça fait de nous un partenaire très singulier, complètement différent de tous les autres, parce que nous avons une coopération économique évidemment, mais culturel, linguistique, militaire, enfin dans tous les domaines, ce qui est tout à fait singulier et qui existe assez peu. Et encore une fois, nous avons devant nous un continent avec tous ses problèmes. Il faut les voir, il faut les connaître, mais qui n'a probablement jamais été dans une situation plus favorable, aussi bien du point de vue politique, à travers les évolutions dont on a parlé tout à l'heure, que d'un point de vue économique, prise de conscience de la réalité des problèmes, et notamment des problèmes agricoles. Et puis, dans cette nouvelle mondialisation, finalement, eh bien, c'est ce que je disais toujours aux Africains et aux chefs d'entreprise français aussi, si nous restons les premiers, c'est que nous serons les meilleurs. Ça n'est pas parce que nous serons les seuls. Voilà. Et c'est sans doute ce qui a changé. C'est que nous avons cette exigence aujourd'hui de nous aligner face à d'autres dans cette compétition, d'autres qui s'intéressent à l'Afrique, et nous qui sommes restés si longtemps dans ce continent sans y avoir finalement beaucoup d'intérêt, nous sommes aujourd'hui, je crois, nous avons une sorte de devoir de rester présents dans cette compétition à l'heure où ce continent redevient un enjeu mondial très important, avec des gens qui y viennent et qui pourtant n'ont pas beaucoup de titres à faire valoir pour s'y trouver et s'y développer. Voilà, je vous remercie.